Bonsoir. Donc, je voudrais commencer par remercier les organisateurs et la Casa Árabe pour son invitation. Et je vous prie de m'excuser par avance de parler en français, mais malheureusement, je ne parle pas espagnol, malgré un grand-père catalan. Alors, après une synthèse sur l'état des sources écrites, sur le christianisme en Arabie à partir des sources, je vais vous présenter un panorama, un état des lieux de ce que l'on sait du christianisme grâce à l'archéologie. Parce qu'en réalité, les textes sont relativement nombreux, on l'a vu, mais on a du mal à préciser la nature du christianisme en Arabie. Par exemple, comment les tribus, comment les Bédouins procédaient au culte. Est-ce qu'ils avaient des églises? Est-ce qu'ils procédaient à un culte domestique? Et l'avantage de l'archéologie, c'est également de remettre les textes en question et d'apporter des informations que ne donnent pas les textes. Et la région du Golfe en est un particulièrement bon exemple, puisque les sources syriaques s'arrêtent au 7e siècle, ce qui a laissé penser, donc après le 7e siècle, on n'a plus de mention de présence chrétienne dans le Golfe, ce qui a laissé penser à une disparition du christianisme dans cette région, alors qu'en réalité, l'archéologie a montré que cette présence se maintient jusqu'au 9e siècle, donc bien après les conquêtes musulmanes. Donc, si la région du Golfe est assez bien documentée, en revanche, l'Arabie l'est moins, et c'est ce qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Donc, ce qui permet d'identifier un site comme étant chrétien, c'est la présence de croix ou la présence d'églises. Donc, on a un certain nombre de croix qui ont été découvertes dans la péninsule et sur le Golfe. Donc, on a des croix en bronze, comme ici, ou en nacre. Donc, ce sont des petites croix portatives dont on ne connaît pas encore la fonction parce qu'elles sont découvertes hors contexte. Donc, elles sont trouvées en surface et on ne sait pas à quoi les rattacher. Donc, ici, donc cette croix en nacre, par exemple, fait 5 cm seulement de haut, tandis que cette croix en bronze fait 9 cm de large. On a également des croix qui sont gravées sur la pierre, donc ici probablement des stèles funéraires, donc à Jubail, sur la côte saoudienne. Des croix en stuc, donc qui ornaient les églises, comme on va le voir par la suite, et des croix qui sont inscrites dans le plâtre sur les murs, comme ici dans l'église de Jubail. Donc, pour les croix en stuc, on a des grands panneaux qui font plus d'1 mètre qui ornent les églises ou des petits panneaux portatifs comme celui qui est à l'écran, dont on a aussi du mal à comprendre la fonction et qui pourrait être associé avec un culte domestique. Donc on fait la prière dans la maison puisqu'on n'a pas d'église et on a ces petites croix avec soi. Donc ici, vous voyez un état des sites archéologiques qui ont pu être associés au christianisme. Donc, vous voyez une disparité claire entre le Golfe, où beaucoup de croix ou d'églises ont été découvertes, et la péninsule, où on a en fait un grand vide. Donc, ici, je vais parler de l'Arabie, pas au sens romain de la province Arabia, mais de la péninsule, puisque la province romaine comprend la Palestine et la Jordanie, mais qui sont en fait influencés qui sont sous autorité de Byzance et donc qui sont similaires à ce qu'on trouve en Syrie et n'ont rien à voir avec la culture arabe. Donc, cette disproportion entre l'Arabie et le Golfe peut avoir plusieurs explications. L'une étant qu'en Arabie saoudite, on ne recommande pas la fouille de sites chrétiens. Donc actuellement, le site de Kilwa est fouillé par une mission franco-saoudienne, mais c'est exceptionnel. Et le site de Jubail, dont je vais parler après, par exemple, lors de sa découverte, a tout de suite été fermé. Il a été fouillé par les antiquités saoudiennes, mais n'a pas été publié. On n'a pas eu accès au matériel, aux dessins et à toute la documentation.
Donc l'absence de fouilles peut expliquer l'absence évidemment de vestiges archéologiques. On a aussi, donc ça c'est plutôt la politique de l'archéologie saoudienne qui expliquerait ce vide. Une autre explication simple est que le Hijaz a été islamisé beaucoup plus vite et c'était important que l'ensemble des tribus se convertissent, donc ça pourrait expliquer ce manque de vestiges. Et également parce que si le problème c'est la conversion à l'islam, on devrait au moins avoir des vestiges de cette présence chrétienne pré-islamique dont on vient de parler. Donc ce qui pourrait expliquer cette absence de vestiges pré-islamiques pourrait être le fait qu'on a un culte domestique à l'intérieur des maisons et on n'aurait ainsi pas d'église. Mais cette absence n'est pas seulement due au hasard, c'est également, et ça reflète assez les textes, c'est également dû au fait qu'en Arabie, on n'a pas de structure, on n'a pas de clergé, on n'a pas de communauté organisée, comme c'est le cas dans le Golfe. Donc c'est plutôt des individus qui sont chrétiens, parfois des familles, exceptionnellement des tribus, mais ça n'a rien à voir avec l'institutionnalisation qu'on a dans le Golfe, où on a la mention de diocèses dans les sources syriaques. Dans le Golfe, on a des églises qui sont assez homogènes, qui se ressemblent, alors qu'en Arabie, on a du mal à comprendre. Bon, déjà, on a très peu d'exemples, mais c'est plus difficile de rattacher les vestiges archéologiques à des communautés ou à des périodes. Donc, je vais commencer par vous présenter les sites hétérogènes d'Arabie, et ensuite, on parlera plus en détail des sites du Golfe. Donc le site de Kilwa, qui est à la frontière jordanienne, mais qui est situé en Arabie Saoudite, est donc l'objet d'une fouille franco-saoudienne dirigée par Sabah Fares. Et cette fouille a permis la découverte d'une église sur ce site qui était considéré comme un monastère, mais sans vraiment d'argument. En fait, ce qui laissait penser que c'était un monastère était la présence de nombreuses croix gravées et de structures qui pouvaient être interprétées comme des cellules de moines. Donc c'est un petit site, il fait 800 sur 200 mètres à peu près, et il compte 22 constructions, qui sont assez similaires, qui sont de petits bâtiments qui pourraient être des cellules de moines. Et un bâtiment qui était différent, plus original, a donc été fouillé en 2010, et a permis la découverte de cette église qui est également de petite dimension puisqu'elle fait 10 mètres sur 5. Mais elle est assez bien conservée puisqu'elle est conservée sur une hauteur de 1,20 m, ce qui n'est pas si mal en archéologie. Donc ici, vous avez le plan de cette église où on voit bien que c'est une église avec une nef rectangulaire, très simple, avec une abside semi-circulaire, ce qu'on ne retrouve pas du tout dans le Golfe, on le verra après. On a également des niches dans l'abside au niveau de l'entrée et une entrée qui est attestée au sud et peut-être une entrée au nord, mais les archéologues ne sont pas encore sûrs et doivent procéder à d'autres sondages. Donc c'est une église qui est très simple, vous le voyez, elle est construite en pierre sèche, donc sans mortier. Elle est construite sans enduit, les pierres sont apparentes, les parements des murs sont assez hétérogènes, vous le voyez ici, on a des longs blocs, on a des modules de taille différentes, donc pas du tout une construction en pierre de taille comme on peut en avoir ailleurs. Et l'église est simplement construite sur le bedrock, sur le sol naturel, sur le rocher naturel, avec une petite couche de sable et de cailloutis qui constitue son sol. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple, avec très peu de matériel découvert, quasiment pas. Mais en revanche, ce qui a été découvert dans l'église, c'est 2 croix. Donc une croix qui est gravée sur une pierre dans l'abside, posée à plat, et une croix sur un linteau qui est probablement un linteau de porte, mais il n'était pas en place, donc c'est difficile à assurer. Et ça rejoint le corpus des croix qui ont été découvertes à Kilwa.
et donc une de ces croix que vous voyez ici est associée à une inscription. Donc je ne reviendrai pas sur l'inscription parce qu'elle fait l'objet de débats, mais elle nomme le site, mais les épigraphistes ne sont pas d'accord sur sa lecture. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que les croix sont complètement différentes entre celle-ci et celle-ci. Et de manière générale, en Arabie, on a des croix qui varient, ce qui empêche l'identification de communautés monophysites, nestoriennes, etc. Donc, probablement à Kilwa, un monastère dispersé autour d'une église très très simple. À Jubail, donc, que je vous remontre sur le plan, qui est sur la côte ici. Voilà. Donc on a une construction complètement différente, en pierre également, en moellon, et qui a été découverte de manière fortuite par un Séoudien qui se promenait en 4x4 et qui est tombé en panne et qui a vu un mur émerger du sol. Donc les antiquités séoudiennes ont commencé à procéder à une fouille. La partie nord de ce mur a été détruite, mais après, le reste a été conservé. Mais on n'a pas la documentation stratigraphique ni le matériel pour dater le site. Donc, la seule documentation qu'on a est celle d'un archéologue, pas du tout spécialiste de cette période, qui est passé dans la région au moment de la découverte et qui a pris des notes et fait quelques descriptions. Donc c'est une église un peu plus grande que celle de Kilwa, elle fait 15 à 20 mètres carrés et elle est composée, donc ça c'est le croquis qui a été réalisé par cet observateur et c'est le seul document archéologique qu'on ait, donc on n'a pas d'échelle, on n'a pas les dimensions précises. Mais on voit bien qu'on a un bâtiment avec une cour et 3 pièces sur la partie est, chacune de ces pièces étant accessible de la cour. La cour elle-même, chaque mur comprend une ouverture vers l'extérieur. Et ce qui est mis en valeur dans ce bâtiment par la décoration, c'est la pièce médiane, qui est probablement une abside. Donc toutes les photos que je vous présente sont tirées d'Internet, puisqu'on n'a pas de documentation. C'est pour ça que c'est parfois un peu flou. Donc ici, en bas, vous avez une photo de cette abside, donc, qui est décorée par 3 colonnes, par 2 ensembles de 3 colonnes de part et d'autre, et qui sont surmontées d'une frise avec un décor végétal en stuc. Et donc, ce qu'a dit Langfeld, donc, qui a observé ce bâtiment, c'est qu'on a aussi une petite élévation dans la partie est de l'abside, où pourrait s'être trouvé un hôtel. Mais on n'a pas plus de données que ça. Donc là, je vous présente les sites. Je garde le meilleur pour la fin. Hein, vous inquiétez pas, c'est un peu frustre, mais on aura un peu plus de choses après. Ici également, on a des croix. Donc de plusieurs types encore. Elles sont imprimées dans le plâtre, surtout au niveau des portes. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'éléments de datation, puisqu'on n'a pas de céramique, on n'a pas du tout le matériel qui a été découvert au moment de la fouille. Et on n'a aucune idée de la période à laquelle rattacher cette église. La céramique qui a été trouvée aux alentours de l'église par Langfeld, qui a décrit le bâtiment, il l'associe à la période sassanide et à la période islamique, donc du 5e au 10e siècle. Mais donc c'est très large, et de toute façon, cette céramique ne provient pas de l'église, donc elle ne permet pas de dater l'église. Mais c'est une église qui est tout à fait originale pour le Golfe et qui n'a rien à voir avec les églises que je vais vous présenter ensuite. Donc ça peut être soit une église qui est plus ancienne que les autres, soit une église qui a une autre fonction, puisque les autres sont des églises monastiques, on pourrait avoir une église liée à une ville, à un diocèse, ou alors à un autre rite. Si on considère que les autres églises sont nestoriennes, on pourrait par exemple avoir une église monophysite, mais on est vraiment au niveau de l'hypothèse. Donc le 3e site du Golfe, c'est celui de Sanara, mais là encore, on a très peu d'éléments, puisque l'église qui a été construite par Abraha et qui a été décrite en détail par El-Azraqi,
a été complètement détruite et on en a quelques vestiges archéologiques dans la grande mosquée qui est construite à la période omeyyade. Donc, de multiples hypothèses ont été faites pour reconstituer le plan de l'église à partir des textes, mais comme je me contente de parler d'archéologie aujourd'hui, je ne vous les présente pas, et en plus, ils sont également très hypothétiques et très différents les uns des autres. Donc ici, vous voyez un chapiteau qui a été remployé dans cette mosquée, où on a également une inscription en sud-arabique. Donc, qui est très intéressant, et ça, c'est également c'était en train d'être étudié. Maintenant, les archéologues n'ont plus accès au terrain, mais j'espère qu'on aura bientôt une publication. Donc, on en vient au Golfe, qui est la zone la plus documentée et la plus riche. Et donc, je reviens rapidement là-dessus. On a des attestations dans les textes syriaques d'évêchés de diocèses. Donc, on en a 5 qui sont mentionnés par les textes. Vous les voyez à l'écran. La première mention d'une présence chrétienne dans le Golfe date de 410, au moment d'un synode, et la dernière date de 676, également au moment d'un autre synode qui a été mentionné tout à l'heure. Donc, les historiens, partant des sources syriaques, considéraient que le christianisme disparaissait après 676 du Golfe, et ça concordait avec la conquête musulmane. Donc, il était facile de penser que les chrétiens avaient disparu suite à l'islamisation de la région. On a un certain nombre de sites donc, qui sont présentés ici, qui ont donc été datés à partir des textes et pas à partir des données archéologiques de la période sassanide. Donc les archéologues découvrent des sites qu'ils ont du mal à dater parce que le matériel est du matériel assez simple, donc on a moins de typochronologie bien établie. Donc ils ont du mal à les dater et donc ils recourent aux textes et estiment que ce sont des sites sassanides. Depuis quelques années, les archéologues reviennent sur ces datations grâce à la céramique et on est en train d'établir que ces sites sont occupés pour certains d'entre eux de manière certaine jusqu'au IXe siècle. Donc c'est le cas de Qusur, Kharg et Sirbaniyas. Ici, on n'a pas de matériel, donc c'est indatable. Et à Kaz, le site a été transformé en rond-point, donc on a très peu d'éléments pour le dater. Donc sur ces sites qui sont en fait clairement du début de l'islam, on a des églises qui sont assez similaires, qui sont composées d'un narthex qui permettent d'accéder à 3 vaisseaux qui eux-mêmes permettent d'accéder à une abside qui donne sur 2 chapelles latérales. Donc vous voyez ici, on a le même plan. Donc bon, c'est le plan d'une église comme on en a beaucoup en Syrie. Mais ce qui est particulier, c'est que c'est des églises qui sont construites en briques et en briques qui constituent ce qu'on appelle des murs piliers. Donc ce sont des gros murs, mais qui sont séparés par beaucoup d'ouvertures. Donc ce qui est intéressant et sur lequel il faudra travailler, et c'est en cours, c'est que c'est, par exemple pour l'église de Qusur, la nef principale est fermée par des portes en bois, dont on a la trace archéologique, tandis que les accès extérieurs sont ouverts sur l'extérieur, on n'a pas de porte. Donc ça permet d'imaginer une circulation à la fois extérieure à la nef, qui permet d'accéder aux chapelles, et aussi quelque chose de séparé dans la nef. Donc on a du mal pour l'instant à identifier la fonction de ces différentes chapelles, mais parce qu'on manque de matériel. Donc ici, vous avez une axionométrie de l'église de Kharg qui a été particulièrement bien conservée et une restitution de celle de Qusur, mais c'est une restitution ancienne et voilà, ça donne une image ça donne une idée du bâtiment, mais par exemple la toiture, il y a des choses qui fonctionnent pas avec les découvertes archéologiques. Donc dans ces églises, on trouve de nombreuses croix en stuc. Donc on a des panneaux, comme ces 2 panneaux qui ont été découverts à Qusur, et celui de Kharg.
donc qui sont insérés dans la décoration de l'église. Il y a une doctorante est en train de travailler sur ces panneaux, donc on saura bientôt mieux comment ils étaient disposés dans les églises. Mais on a également ces petites croix portatives qui ont été découvertes dans ou à proximité des églises. Donc ces églises sont dites faire partie de monastères. Donc c'est très clair pour le site de Kharg que vous avez ici, qui a été fouillé en 2 mois. Donc c'est une fouille record. Et pour cette raison, il nous manque de la documentation. Donc Kharg, c'est le site qui était sur l'île, sur la côte iranienne, mais qui se rattache aux autres sites du Golfe. Donc, même s'il a été fouillé rapidement et que donc on a perdu des informations, c'est quand même utile parce qu'on a un plan, c'est presque un plan idéal de monastère, avec l'église au centre. On a le réfectoire, les cellules de moines qui ont été fouillées, la bibliothèque, et des fouilles iraniennes ultérieures ont mis au jour aussi également un scriptorium. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir ce plan. Et donc ici, on a clairement un monastère, puisqu'un monastère, enfin les cellules et le réfectoire et la présence d'un enclos attestent qu'il s'agit d'un monastère. Donc partant de ce monastère-là, les archéologues ont considéré que les autres sites du Golfe qui avaient le même type d'église étaient également des monastères. Et donc c'est par exemple l'hypothèse qui a été faite à Sirbaniyas, alors qu'en réalité, on a très peu d'éléments de ce mur, qui est interprété comme un mur d'enclos, qui ont été retrouvés. Donc ça aussi, c'est en cours de travail. Donc je vous présenterai après un peu plus en détail le site de Qusur, où on reparlera de cette question des monastères. Donc un des grands problèmes, c'était celui de la datation, et qui est essentiel pour savoir si on a un maintien du christianisme après les conquêtes musulmanes. Donc on est plusieurs à avoir retravaillé sur nos sites, sur la céramique. Et donc c'est la céramique qui a été trouvée dans les églises ou à proximité des églises par des fouilles, par des équipes des missions antérieures. Et donc ces céramiques datent tous, donc elles sont assez homogènes, de la fin du 7e siècle ou du milieu du 16e siècle jusqu'au 9e siècle. Donc je vous les montre rapidement, c'est souvent assez difficile pour les non-archéologues de voir des petits tessons. Donc j'ai choisi les plus beaux. Donc vous avez ici la céramique dite eggshell, qui ressemble à de la coquille d'œuf, qui est très très fine, avec un décor enlevé au couteau, incisé et poinçonné, donc qui est caractéristique des productions iraniennes et irakiennes du 7e, 9e siècle. Donc ici également une céramique dite eggshell avec des motifs enlevés au couteau. Des tessons estampés, donc ici c'est des grandes jarres de transport sur lesquelles sont estampés ces motifs. Donc on a des motifs géométriques ou des motifs animaliers avec un quadrupède que vous avez ici et ici. Donc là aussi, milieu 7e, 9e siècle. Et on a des plats à carène, à glaçure turquoise, donc c'est ceux que vous avez ici. D'autres plats à glaçure turquoise, mais avec une ondulation sous la lèvre, qui sont précisément datés du 9e siècle. Sans cette ondulation, on ne peut pas les dater. Et des tessons avec ce type de motif entrelacé qui, là, date du milieu du 7e au 9e siècle. Donc, ça montre bien, donc ça, c'était des tessons de Qusur, ça montre bien que ces églises sont encore occupées jusqu'au 9e siècle. Donc, après les conquêtes musulmanes. Donc, quand on fait une synthèse sur ces sites, on voit bien qu'on a une présence chrétienne postérieure aux conquêtes qui est d'ordre monastique, c'est confirmé avec Qusur dont je vais parler, qui est une présence sur la côte et pas à l'intérieur des terres, qui a l'air d'être fortement influencée par la Mésopotamie et la Perse. C'est ce qu'on voit au niveau de la céramique, qui n'est pas produite en Arabie. On n'a pas de céramique d'Arabie, par exemple. On n'a que des céramiques qui proviennent d'Iran ou d'Irak actuel.
Et les églises, on a ce type d'église également au sud, le même type d'église au sud de l'Irak. Donc on voit bien une influence qui vient du nord et pas du sud. Et des chrétiens qui sont dits syro-orientaux, nestoriens, à partir des textes, une fois encore, puisque les sources syriaques parlent de chrétiens nestoriens avant les conquêtes. On estime que les chrétiens qui sont encore dans le Golfe après les conquêtes sont nestoriens, mais bon, ça demanderait à être vérifié. Et à partir des croix en stuc, qui auraient un type nestorien. Mais là encore, on a vu que les croix avaient des formes assez différentes, donc c'est difficile d'établir un type nestorien, qui maintenant est en plus un type plutôt qu'on trouve chez les Arméniens. Donc je vais vous parler un peu plus en détail du site de Qusur, donc sur lequel je travaille depuis 2007, et qui est un site qui est situé sur une église au large de la baie du Koweït, sur une île, pardon, au large du Koweït. Donc c'est une île qui est particulièrement riche en vestiges archéologiques, puisqu'il y a plus de 13 sites de l'âge du bronze, de la période médiévale. On a un peu toutes les périodes qui sont représentées. Et tous les sites sont situés sur la côte de l'île, mais au centre de l'île, on a le site de Qusur, donc, qui fait quasiment 2 km de long, donc c'est vraiment un gros site. Et au centre duquel ont été découvertes 2 églises par la mission française précédente. Donc avant la guerre, en 88-89, ils ont découvert la grande église, et en 2008 a été découverte la petite église. Donc ces églises sont situées au centre du site archéologique, et elles s'inscrivent dans le prolongement l'une de l'autre. Donc ici, il faut imaginer la grande église et dans son prolongement, donc la petite. Et ce qui est intéressant, c'est que la petite église fait à peu près les dimensions de la nef principale de la grande église. Donc elles sont vraiment sur un axe est-ouest, enfin ouest-est. Et donc vous ne le voyez pas non plus, mais autour de ces 2 églises, on a un site qui est très dense en vestiges. Donc ici, quelques photos des églises, donc, qui ne sont pas conservées sur 2 mètres comme à Joubail, parce que ce sont des églises en briques et la brique fond. Donc ici, vous avez le sol en plâtre de la grande église, et en négatif, vous pouvez reconnaître les murs en briques. Là, ce sont des fragments de frises en stuc, avec donc, certains rattachés à des panneaux avec une croix. Et ici, la petite église, qui est construite complètement différemment, qui n'est pas en briques, dont la base le socle est en pierre et les élévations en briques, mais qui est construit sur un socle. Et ici, vous avez une croix qui était imprimée dans une banquette située dans l'abside. Bon. Donc ici, c'est le relevé des vestiges en surface du site de Qusur, avec une densité extrêmement importante de vestiges aux alentours des églises, puis d'autres vestiges que vous voyez, et qui, en fait, plus on s'éloigne du centre, plus la densité des vestiges est moindre. Moindre est la densité des vestiges. Donc, ce qu'on retrouve le plus sur ce site archéologique, ce sont des bâtiments d'habitation qui sont caractérisés par un enclos. Donc, vous avez une maison au centre, un enclos, et fréquemment des cuisines ou des bâtiments de stockage. Donc ici, c'est une restitution un peu romancée. Là, vous avez le bâtiment d'habitation, donc avec un sol en plâtre, et 4 pièces. Donc c'est vraiment de petits bâtiments dont on ne sait pas pour l'instant s'il s'agit de cellules ou de maisons. Donc, depuis 2011, une mission franco-koweïtienne s'est remise à travailler sur le site après le départ de la précédente mission française. Et cette mission travaille à partir de 2 questions principales qui sont la question de la chronologie, puisque quand on a commencé à travailler,
se posait encore la question de quand datent ces églises du Golfe, celle de la nature du site, est-ce un monastère ou un village, ou un monastère entouré d'un village. Et pour répondre à ces questions, on a donc procédé à l'étude céramologique du matériel découvert dans les églises par l'ancienne mission française. On a évidemment fait des fouilles et on a également fait un relevé en surface de tous les vestiges apparents pour avoir une idée globale du site et savoir où fouiller. Donc, on a ouvert 2 secteurs de fouilles donc, qui sont, je vous le confirme, au nord et à l'ouest des églises. Donc, les églises sont ici. On a choisi de fouiller ici parce que la mission précédente avait vu un mur que vous ne voyez pas ici et avait estimé que c'était le mur d'enclos du monastère. Parce que comment est-ce qu'on reconnaît un monastère? Il faut ou bien un mur d'enclos, ou bien des cellules, ou bien des bâtiments collectifs. Donc, voyant ce mur, on avait considéré que c'était un monastère. Donc on a voulu vérifier cette hypothèse parce qu'un mur ne fait pas un enclos, il en faudrait au moins 2, voire 3. Et donc on a essayé de voir si dans cette zone qui était vide de vestiges en surface, on retrouvait le prolongement d'un mur, et ce n'est pas le cas. Donc on n'a pour l'instant pas de mur d'enclos. Donc, au moment des fouilles, on n'a pas non plus découvert de cellules comme à Kharg. Vous vous souvenez de ce plan avec les cellules qui forment un angle au nord-ouest du site. À Qusur, on n'a pas encore trouvé ces cellules, mais ce qui nous permet de penser qu'on a bien un monastère, c'est la découverte de l'année dernière d'un réfectoire qui est tout à fait similaire à celui de Kharg. Donc, là, vous avez le plan de Kharg et celui de Qusur ici. Donc, il y a des occupations ultérieures. Donc, il faut gommer ces murs, là, ces petits murs, qui sont plus tardifs, qui ne fonctionnent pas avec le réfectoire. Et on a une grande pièce centrale, ici, qui est entourée de banquettes sur ses côtés, donc pour que les moines puissent s'asseoir pour manger en commun. Et autour, on a un portique. Donc les deux sont recouverts de plâtre, mais de plâtre de différentes qualités. Et ce qui est intéressant, c'est que comme dans l'église, la salle à manger du réfectoire est fermée par des portes, tandis que le portique est ouvert sur l'extérieur. Donc c'est vraiment un plan similaire à celui de Kharg, où on a la salle commune la salle à manger et le portique autour. Ici, vous avez les fouilles en 2013 et en 2014 pour voir l'évolution de la fouille, et là c'est en 2015. Donc pareil, la progression de la fouille entre 2012 et 2014, pour vous montrer qu'on travaille bien. Et au nord de ce réfectoire a été découvert l'année dernière une zone qui peut être mise en relation avec la production de nourriture. Donc ici, vous avez une matbassa qui permet de produire la dabstamer, la mélasse de date. Des céramiques qui pourraient être en relation avec la fabrication du pain, et toute une zone où ont été retrouvés beaucoup d'éléments de faune de poissons, donc liés à la confection du poisson. Et donc c'est une zone qui est située juste au nord du réfectoire, donc sans doute en lien avec elle. Et donc ce réfectoire et cette zone de préparation culinaire est située à l'ouest de la grande église. Donc, on a répondu à la question de la nature du site. Donc, on a bien un monastère. Reste à déterminer si les bâtiments à enclos sont des cellules ou des maisons qui entourent le monastère. Mais ça sera le prochain programme. Et reste la question de la datation. Donc, l'hypothèse de la mission précédente, c'était qu'on avait une église sassanide, puis un abandon du site, puis une réoccupation à l'époque islamique. Et c'est ce qui expliquait la céramique islamique. En réalité, on n'a aucune trace d'abandon sur le site et l'ensemble du site est homogène et occupé à la même période. Donc la céramique date du 7e, 9e siècle. Donc on pourrait penser qu'on a un site qui n'est que islamique, qui est fondé à la période islamique. Mais lors des 2 dernières campagnes, on a trouvé des tessons qui peuvent être associés à la période sassanide. Donc là, ce sont des tessons estampés. Donc c'est le même principe
que les tessons estampés sur les jarres de transport de la période islamique, sauf que ces tessons sont différents, ils sont plus gros, ils ont un style sassanide, et ce n'est pas les mêmes motifs. On a également une monnaie de la fin de la période sassanide, donc qui représente ici un souverain et ici un autel du feu avec 2 prêtres de part et d'autre de l'autel du feu. Mais cette monnaie a été découverte en surface, donc on ne peut pas la mettre en relation avec les fouilles, donc elle n'est pas vraiment datante. En revanche, ces céramiques peuvent être mises en relation avec ce bâtiment, que je vais vous expliquer parce que ce n'est pas forcément évident puisque c'est de la brique encore, mais ici elle a été mieux conservée. Donc vous avez un bâtiment quadrangulaire avec 2 pièces plâtrées ici. Ici, c'est une seule pièce dont l'ensemble n'a pas été fouillé, et une avant-cour à ciel ouvert. Et donc ce bâtiment a été en stratigraphie. On voit qu'il a été construit à la même période que l'église principale. Or, dans ce bâtiment, on trouve de la céramique sassanide, donc probablement l'église a été construite à l'époque sassanide. C'est de la céramique de la fin de la période sassanide. Donc l'hypothèse actuelle serait d'un site, d'une église et peut-être d'un monastère construit à la fin de la période sassanide et utilisé jusqu'au IXe siècle, ce qui montre une pérennité de l'occupation chrétienne dans la région. Donc pour conclure, comme vous l'avez constaté, on a encore beaucoup à faire, il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Et un des problèmes, c'est qu'on a une documentation qui, pour l'instant, est incomplète. Donc il s'agira d'essayer de compléter cette documentation, d'établir des parallèles entre le Golfe et l'Arabie, ce qui, pour l'instant, n'a pas été vraiment fait, et d'affiner les parallèles avec l'extérieur de l'Arabie, puisqu'on a des points communs avec la Perse, la Mésopotamie. Et pour le site de Kilwa, on est plus tourné vers la Syrie, au niveau des types d'églises. Donc on a encore du mal à comprendre comment fonctionne le christianisme en Arabie de manière pratique, mais ce qu'on voit a priori grâce à l'archéologie, c'est que pour la période pré-islamique, on a une région du Golfe donc qui est sous autorité perse, qui a une église qui est structurée, qui est organisée avec des communications entre les diocèses, et des communautés qui sont tournées vers la Mésopotamie et la Perse. En Arabie, en revanche, pour la période pré-islamique, on n'a pas de réseau, on n'a pas des communautés qui sont organisées comme dans le Golfe, où le christianisme est plus développé. En Arabie, on a probablement un culte domestique qui est réalisé à l'intérieur des maisons, et les chrétiens sont vraisemblablement moins nombreux que dans le Golfe. Après les conquêtes, la situation change. Donc, dans le Golfe également, la situation change, mais le christianisme ne disparaît pas. On passe plutôt de diocèses, donc de contextes urbains, à des contextes monastiques. Et ce qui en témoigne aussi de cette importance des monastères dans le Golfe, c'est la renommée de certains érudits comme Isaac de Ninive. Donc on a un certain nombre de savants chrétiens qui sont dits Qatraye, donc qui viennent de Besketraye, et qui après continuent leur formation en Mésopotamie, en Syrie, mais qui sont originaires du Golfe, de la région de Qatar, mais qui en fait est plus large, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc peut-être que le culte urbain, peut-être que le christianisme urbain périclite, mais en revanche, on a un développement du monachisme. En Arabie, on a peut-être des communautés qui perdurent, comme en témoigne Kilwa, mais cela n'a rien à voir avec le Golfe, où vraiment le monachisme se développe. Ce n'est pas le cas en Arabie, où au contraire, on a un christianisme qui doit être très restreint, et ce n'est pas étonnant puisque le Hijaz est le centre religieux de l'islam. Donc les conversions ont dû être beaucoup plus souhaitées et poussées que dans le Golfe. Donc ce qui est intéressant, c'est le développement de ce monachisme dans le Golfe
Et on peut peut-être le mettre en parallèle avec un renouveau nestorien sous le calife Haroun al-Rachid, donc à la fin du 8e siècle, et également avec le passage de missionnaires chrétiens qui se rendent en Extrême-Orient, donc en Inde, en Chine, où on a des documents archéologiques de cette présence chrétienne, et dont la voie pour se rendre en Orient était le Golfe, donc par voie maritime. Et cela expliquerait également que ces monastères soient situés sur la côte, sur cette zone de passage des moines. Donc cet état des lieux rapide reflète la variété des cas de la péninsule, où on a des villes, on a des tribus nomades, on a des voies caravanières, des étapes sur des voies maritimes. On a également de nombreux ports au Yémen et en Oman actuel. Et donc, on a une certaine mixité culturelle et probablement, en ce qui concerne les chrétiens aussi, une mixité confessionnelle. Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à établir que les églises du Golfe sont ou non nestoriennes. Peut-être que Kilwa peut être attaché à une autre communauté, pas nestorienne. De même pour Jubail, donc l'église qu'on a vue au début. Peut-être qu'on a une église monophysite, ou alors on a une église antérieure à la période islamique, ce qui expliquerait sa forme différente. Bref, c'est un vaste chantier qui s'ouvre aux archéologues, mais qui est essentiel, qui est passionnant et qui est particulièrement prometteur, je pense. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et si vous voulez plus d'informations, on a aussi un blog où vous trouverez des indications. Alors, c'est publié en français et en anglais et en arabe, mais en moindre quantité, sur le christianisme dans le Golfe notamment. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook.